Et je crois qu'elle est où? Allez, Vincent. Je suis déçu. Vincent Lavoué, qui vient de Rennes et qui est lui aussi passé dans le service, a fait un crochet avec l'équipe de Jean Lévesque à Rennes et qui va nous parler un peu de cancer de l'ovaire et là aussi de modification de la stratégie avec une étude du profil moléculaire. Vous voyez qu'on en revient quand même aux mêmes questions. Bonjour, donc très honoré d'être présenté devant cette assemblée et remercie M. Usan chez qui j'ai été passé parce que le passage à Thonon donne un boost pour une carrière hospitalière universitaire assez phénoménale quand même. Voilà. Alors, la modification de la stratégie thérapeutique dans le cancer de l'ovaire. Bon, tout d'abord, une brève présentation du cancer de l'ovaire. C'est pas très nouveau ce que je présente ici. Donc, ça reste un cancer de mauvais pronostic, 30% de survie à 5 ans. Il va toucher 4500 femmes par an en France pour à peu près un peu plus de 3000 décès. Donc, et la survie, le gain de survie depuis 20 ans, il n'existe quasiment pas. Donc on a une stabilité de gain de survie depuis 20 ans sur le cancer de l'ovaire. Son traitement repose toujours sur des méthodes relativement archaïques et une chirurgie lourde de debulking. Ce sont des cancers avec des grosses masses tumorales qui envahissent l'ensemble de la cavité abdominale avec des carcinoses et consiste à retirer toute la masse tumorale avec des péritonectomies diverses, des résections digestives qu'on associe à une chimiothérapie qui n'est pas toute jeune, à savoir la carboplatine et le Taxol. Voilà. Donc une nouvelle molécule qui apparaît sont les anti-angiogéniques depuis 2-3 ans avec une certaine contestation quant à leur gain sur la survie quand même. Au début, quand on traite ces patients-là, on est assez optimiste parce que 80% des patients vont répondre à cette thérapeutique avec une réponse quasiment totale à cette thérapeutique initiale. On fait disparaître le cancer au moins de visu. Cependant, 70% vont récidiver dans les 18 mois, 2 ans. Et chaque récidive fait rentrer dans la chimorésistance, et un peu plus avant pour chacune de ces récidives. Et chimorésistance fait rentrer en maladie palliative et au décès en quelques années. La dynamique vers le décès dépend du rythme des récidives. Plus elles sont précoces, plus le décès est proche. Le cancer de l'ovaire rentre dans le syndrome des prédispositions génétiques au cancer de l'ovaire. Ça, c'est des notions qui existent depuis une vingtaine d'années. Et 10 à 15% des cancers d'ovaire sont d'origine génétique. Donc 90% liés à une mutation des gènes BRCA1 et 2, qui sont des gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Donc quand on est muté BRCA1, on a un risque de cancer d'ovaire à 40% et 2 de 15%. Les autres prédispositions génétiques sont plus rares. Donc il y a le spectre Lynch, dans lequel l'ovaire rentre, où 10% des cancers d'origine génétique de l'ovaire seraient d'origine Lynch, et ensuite des choses plus rares comme l'ifromanie pour les mutations P53. Ce qui est un fait qu'on impose, ou on recommande plus exactement, une constellation oncogénétique quand on a un cancer de l'ovaire relativement jeune, 60, 70 ans, le cutoff est variable en fonction de ce que les oncogénéticiens proposent. On propose des phénotypes RER pour rechercher la stabilité de mismatch repair pour faire rechercher un syndrome de Lynch. C'est le cancer de l'ovaire, mais plus exactement les cancers de l'ovaire, et on revient à une stratification anatomopathologique qui est ancienne, mais qui est relevante toujours actuellement, qui classe les ovaires en 4 grands groupes, les séreux de haut grade, qui représentent 3/4 des ovaires, puis les endométrioïdes, les acellulaires et les mucineux. Cette classification est basée sur la morphologie par analogie aux autres cancers d'autre origine. Les mucineux, c'est l'analogie au cancer du côlon, par exemple, endométrioïde, cancer de l'endomètre, etc. Donc je ne suis pas pathologiste, mais donc ça représente les images pathologiques, anatomopathologiques des cancers de l'ovaire, et on voit déjà les masses tumorales que ça représente, alors que c'est qu'une pièce opératoire ou une partie de la masse tumorale. On a évolué dans le démembrement. En fait, dans le cancer de l'ovaire, on en est encore au démembrement et essayer de comprendre, comme un peu dans le cancer de l'endomètre. Et on les classe en 2 types, maintenant le type 1 et le type 2. Et on a compris ça avec notamment les annexectomies prophylactiques pour les patientes mutées à BRCA1, où on a trouvé des lésions précancéreuses au niveau des trompes. Et on a dit qu'une partie des cancers de l'ovaire, donc les 3/4, venaient en fait des trompes et pas de l'ovaire. Et ces caractéristiques, c'est les types 2, ce sont donc les séropapillaires de haut grade, et qui ont une présentation clinique toujours identique, stade évolué, carcinose au moment du diagnostic, grosse masse tumorale, une évolution rapide, et comme
morphologie comme génomique concordante, une mutation de P53, du gène P53 dans 96% des cas, et une mutation fréquente des gènes BRCA dans 30-50% des cas. Le chiffre est toujours difficile à obtenir en fonction des séries. Et ce qui montre une carcinogénèse similaire pour tous ces cancers de l'ovaire, et ce qui montre que l'anatomopathologie était finalement assez relevante en termes de démembrement, parce que la moléculaire y correspond. Et puis le type 1, c'est tous les autres, mais ce sont des types 1. On y retrouve les endométrioïdes bas grade, les cellules claires, les mucineux, et pour chaque sous-type, on retrouve un profil de mutation propre. Et ces cancers-là sont plutôt des diagnostics cliniques au stade précoce, limités aux ovaires, curables d'un point de vue chirurgical. Mais s'ils sont au-delà des ovaires, ils ne répondent pas à la chimiothérapie et on n'a quasiment aucune ressource thérapeutique. Voilà. Donc, et ça représente un quart des cancers de l'ovaire et finalement peu de décès, 10% pour cela. Les autres, le type 2, 90% des décès par cancer de l'ovaire. Voilà. Donc pour montrer que ces démembrements moléculaires peuvent avoir un intérêt pour l'avenir, c'est pour essayer de placer les thérapies ciblées en fonction du profil mutationnel. Donc là, je vous ai repris les 5 grands groupes de cancer de l'ovaire en fonction des mutations. Et si on prend les endométrioïdes ou à cellules claires où on a une prépondérance des mutations de la voie de transduction du signal PI3 kinase AKT mTOR, on peut éventuellement tester les inhibiteurs de mTOR dans ce sous-groupe-là. Ça, c'est intéressant. Cependant, c'est difficile à valider, parce que c'est un quart des ovaires, 90% de stade précoce qui n'ont pas besoin de chimiothérapie, à 10% qui pourraient bénéficier de cette nouvelle thérapeutique systémique, et c'est dur à valider sur des grandes séries prospectives. De la même chose pour les mucineux ou les bas grades séreux, mutation BRAF-CARAS, et on pourrait utiliser les thérapies ciblées qu'on utilise dans les cancers digestifs, et essayer de les valider dans le modèle ovaire. Maintenant, la suite du topo va s'intéresser surtout aux séreux de haut grade, ceux qui nous posent énormément de problèmes, parce que c'est ceux qui indiquent, qui vont faire le décès dans le cancer de l'ovaire. Donc je reviens à cette mutation BRCA1. Donc BRCA1 porté par le chromosome 17, BRCA2 chromosome 13, 10% environ d'origine génétique, mais un certain nombre de mutations ou de déficits de ces BRCA sont acquises par la tumeur et plus de tumeurs que le contexte génétique sont déficitaires vis-à-vis de BRCA. BRCA, c'est un gène de réparation de l'ADN, de la réparation double brin, et d'autres gènes y sont associés pour cette réparation de l'ADN. Quand BRCA est muté, on a un meilleur pronostic, on répond mieux à la chimiothérapie que quand on n'est pas muté. Donc ça favorise la cancérogénèse, mais ça a un facteur de moins bonne survie pour le cancer, ou les cellules tumorales, et elles répondent moins bien à la pression cytotoxique induite par la chimiothérapie, comme le carboplatine, qui sont des agents de dommage à l'ADN. Et ça a permis de mettre en place une nouvelle stratégie de traitement qui est basée sur l'inhibition des gènes de réparation de l'ADN. Comme dans le cancer de l'ovaire, qui est donc a priori le modèle pour essayer de mettre en place ce type de thérapeutique, où on a dans un certain nombre de cancers cette déficit de réparation de l'ADN double brin, on a proposé des inhibiteurs de PARP pour inhiber la réparation de l'ADN simple brin. Quand on a une mutation de réparation, quand on a une altération de la réparation de l'ADN double brin, le génome va utiliser la réparation de simple brin pour compenser cette absence de réparation, pour permettre de préserver l'intégrité de son patrimoine génétique au niveau cellulaire, mais ça va laisser passer des mutations, ce qui favorise le cancérogénèse. Et donc pour la cellule tumorale qui n'a pas ces mutations de réparation double brin, si on inhibe la deuxième partie de la réparation simple brin, elle va rentrer en apoptose parce que ça va faire un degré de lésion de l'ADN trop important et elle ne va pas pouvoir survivre à cette pression. Et ça introduit donc ce concept de la létalité synthétique où en inhibant la réparation simple brin aux côtés des mutations BRCA, on obtient une mort cellulaire tumorale et donc une meilleure survie de la patiente. Ça a été montré dans ce type de publication. On a essayé les inhibiteurs de PARP, l'olaparib, où chez les patientes mutées congénitales, donc mutation obtenue de manière héréditaire, et on a une meilleure survie en utilisant l'olaparib en traitement d'entretien aux côtés d'une chimiothérapie qui induit du dommage à l'ADN, le principe. L'enjeu actuel, c'est d'étendre ces thérapeutiques à d'autres patientes qui ne sont pas forcément mutées d'un point de vue congénital, mais aussi somatiques. Donc, on introduit là le concept de profil BRCA-NES, c'est-à-dire d'être capable d'identifier non seulement les patientes qui sont mutées sur BRCA, c'est-à-dire qui ont le déficit de la réparation de l'ADN au niveau tumoral, mais aussi de tous les gènes impliqués dans la réparation de l'ADN double brin.
Et là, on a un petit hiatus parce que le profil BRACNES est difficile à définir d'un point de vue moléculaire en fonction des papiers. 30% des tumeurs seraient BRACNES ou 60%. Donc il y a un petit gap quand même de soit un tiers de tumeurs de cancer de l'ovaire CR2 au grade qui seraient BRACNES ou non. Et tout l'enjeu actuel, c'est de définir ces patientes pour pouvoir leur faire bénéficier de l'olaparib et entrer dans la théranostique, c'est-à-dire avoir le marqueur prédictif de réponse au traitement. On introduit enfin, là, ce qui est plus du domaine de la recherche et de l'avenir, c'est à l'intérieur des CRE de haut grade, il y a eu des analyses pangénomiques et pantranscriptionnelles à l'échelle pangénomique, et on a pu établir 4 sous-groupes de cancer de l'ovaire en fonction des profils d'expression. Donc ça, c'est des publications grâce au même groupe montré par Sofiane sur le Cancer Genome Atlas Research Network, où c'est un consortium international qui va mettre en commun toutes ces tumeurs et faire l'analyse moléculaire. Et il y a 4 sous-groupes mésenchymateux, gènes de la composante stromale qui sont surexprimés, prolifératifs, différenciés, immunoréactifs. Ces 4 sous-groupes étaient basés sur 1000 gènes. On a réduit ces signatures moléculaires à 100 gènes et son pronostic. Les mésenchymateux sont moins bons pronostics, survie à 5 ans à 15%. Les immunoréactifs ont meilleur pronostic, survie à 40% à 5 ans. Ça ne reste pas exceptionnel, mais on peut avoir des sous-groupes. Et ces sous-groupes peuvent être théranostiques. Il y a un abstract qui a essayé de voir donc, ces signatures Clovar dans l'étude ICON7 qui validait, qui évaluait l'Avastin, donc l'anti-angiogénique, et le sous-groupe le plus mauvais pronostic, le mésenchymateux, en tire un meilleur pronostic, et ce n'est pas significatif pour les autres. Donc ce type de signature moléculaire pourrait nous permettre de sélectionner les traitements et de les donner les bons traitements aux bonnes patientes, notamment les anti-angiogéniques. De la même façon, les immunoréactifs pourraient probablement bénéficier des futurs traitements immunomodulateurs comme les anti-PD1, qui sont clairement une des voies d'avenir thérapeutique dans les cancers en général, dans le cancer de l'ovaire en particulier. En conclusion, donc, en effet, il faut pouvoir être pronostique et plus exactement théranostique. C'est bien d'être pronostique, mais si on n'a pas la thérapeutique, une molécule qui permet de mieux traiter certains sous-groupes à mauvais pronostic, ça ne sert pas à grand-chose pour dire à cette patiente vous allez mourir plus vite que l'autre. Il faut pouvoir proposer une thérapeutique. Autrement, cette nouvelle classification ne sert à rien. Dans l'avenir proche, il faut absolument qu'on puisse définir ce profil BRACNES d'un point de vue moléculaire pour savoir à qui on peut donner l'olaparib avec un bénéfice thérapeutique. Et il va falloir aussi qu'on change le paradigme de traitement dans le cancer de l'ovaire. Des choses très simples. On avait dans le cancer de l'ovaire les cancers résistants aux sels de platine, basés juste sur le temps de la récidive. Avant 6 mois, résistant aux sels de platine, on doit utiliser en deuxième ligne de traitement. Au bout de 6 mois, on peut remettre des sels de platine. Et si on utilise des traitements d'entretien comme le bevacizumab, olaparib, anti-PD1, il faut qu'on redéfinisse ce concept de cancer de l'ovaire aux sels de platine, résistant aux sels de platine, puisqu'on recule l'intervention de l'apparition de la récidive. Ensuite, il va falloir qu'on place d'un point de vue sociétal le coût de ces thérapeutiques, c'est extrêmement cher d'un point de vue moléculaire, on entend parler récemment dans les médias, et ce sont des traitements d'entretien. C'est-à-dire qu'au long cours, actuellement, c'est des traitements d'au moins 9 mois. Quand doit-on l'arrêter? Quand doit-on le poursuivre? C'est une grande question qu'il faudra qu'on réponde à la fois en médecine et à la fois d'un point de vue sociétal, parce que cela a quand même un coût. Je vous remercie. Vincent, merci. Alors, c'est Judith Michels de l'Institut Gustave Roussy qui va apporter quelques commentaires, mais vous voyez que les chirurgiens, cancérologues, gynécologues, qui seront d'ailleurs de plus en plus vraiment spécialisés dans ce domaine, ont une réflexion oncologique médicale qui est forcément associée. On ne traite pas de la même façon si on ne sait pas ce qui va être fait après. Voilà. Monsieur le doyen, monsieur le président, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Judith Michels, je suis chef des cliniques en oncologie médicale à Gustave Roussy et je suis très honorée de remplacer Sébastien Guy aujourd'hui devant cette académie. Donc je vais vous faire une discussion qui prend une dizaine de minutes sur le traitement selon le profil moléculaire du cancer de l'ovaire. Comme vous l'a rapporté le docteur Lavoué, en effet, les cancers de l'ovaire sont répartis en plusieurs sous-types en fonction de leur origine, que ce soit en particulier la surface de l'épithélium de l'ovaire ou la trombe pour les cancers séreux, que ce soit les lésions endométriales pour les endométrioïdes et les cellules claires, et que ce soit souvent une origine intestinale pour les mucineux.
Comme il vous l'a rapporté également, il existe des classifications moléculaires selon les expressions des gènes au sein des tumeurs. Et il existe également une classification selon le mutanome, selon les mutations retrouvées. Et donc, plutôt que de les classer en type, maintenant, les anapathes nous les classent en séreux de haut grade, séreux de bas grade et les autres. Donc, parlons du séreux de haut grade, en effet, parce qu'il s'agit de 80% des cancers de l'ovaire. Donc, pour les séreux de haut grade, le traitement incontournable sont les inhibiteurs de PARP. Et en effet, nous savons que 15% des hauts grades sont mutés BRCA, et selon les données du TCGA, 50% ont en effet un BRCA9. En fait, ils ont un déficit de la recombinaison homologue, qui est la réparation double brin, dont BRCA est une protéine essentielle, mais il y en a d'autres. Donc, il peut y avoir une mutation de RAD51, une amplification de MZ, il peut y avoir d'autres anomalies dans cette recombinaison homologue qui amènent à une déficience de cette recombinaison homologue qu'on dit HRD, et potentiellement ces tumeurs-là peuvent aussi répondre aux inhibiteurs de PARP, et là est le challenge actuellement, parce que l'olaparib a l'AMM depuis 2015, mais uniquement pour les mutations germinales ou somatiques, tumorales donc, mais pas pour les autres. Et donc actuellement sont établis des scores de déficit du HRD, donc du déficit de cette recombinaison homologue, qui est justement évalué dans des essais cliniques, notamment Ariel2, pour évaluer la valeur prédictive de ces scores, avec des résultats cliniques intéressant, avec une valeur prédictive intéressante pour ces scores qui sont cependant actuellement de façon rétrospective réajustés pour justement définir le meilleur score de ce déficit. Donc PARP, probablement au-delà de la mutation PARP. En ce qui concerne les inhibiteurs de PARP, ils sont actuellement aussi évalués en combinaison, notamment avec les médicaments qui ciblent les vaisseaux de la tumeur, l'angiogenèse, que ce soit des TKI, le cédiranib notamment, avec des résultats très intéressants en phase 2, et on attend la phase 3, et en particulier cette association d'inhibiteurs de l'angiogenèse avec les inhibiteurs de PARP qui donnent des résultats intéressants dans les tumeurs BRCA non mutées, parce qu'en effet les mutés répondent déjà très bien aux inhibiteurs de PARP, et ce qui est également évalué maintenant avec l'Avastin, qui est un autre traitement, un anticorps monoclonal qui cible l'angiogenèse. Donc il y a le mutanome, mais maintenant on s'intéresse surtout à l'immunome. Et donc où on en est de l'immunothérapie dans les cancers de l'ovaire, et donc on est toujours dans la section des hauts grades. Donc nous savons en effet que l'infiltrat lymphocytaire est pronostique dans de nombreux cancers, et également dans le cancer de l'ovaire. Et là, c'est une étude néerlandaise où cette valeur pronostique est conservée même au décours d'un debulking primaire complet ou incomplet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données actuellement sur ces nouvelles immunothérapies qui marchent, en particulier les anti-PD1, le nivolumab? On a un taux de réponse qui est autour de 20%. Ou 10%, entre 10 à 20% selon les anti-PDL1 ou anti-PD1, cependant avec des bénéfices cliniques qui atteignent les 70% des malades. C'est des données de phase 1, et donc actuellement il y a les phases 2 et avancées en cours. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Les tumeurs BRCA sont celles qui ont le plus d'infiltrats lymphocytaires et sont celles qui ont le plus de PDL1. Et quel est le raisonnement? Les tumeurs BRCA mutées sont celles qui sont le plus génétiquement instables et qui du coup ont le plus de néo-antigènes à leur surface cellulaire, et donc stimulent le plus l'immunité adaptative et sont susceptibles de répondre le mieux aux inhibiteurs des checkpoints notamment. Et on a des données très intéressantes en préclinique d'association des inhibiteurs de PARP aux immune checkpoint blockers, aux immunothérapies, et il y a des essais cliniques en cours actuellement. En lien, il y a les tumeurs MSI, donc c'est une autre voie de réparation de l'ADN qui peut être déficiente. Et en ce qui concerne le cancer de l'ovaire, en effet, comme vous l'a rapporté le docteur Lavoué, il y en a 10%. Donc ça, c'était le docteur Ben Difala qui vous l'avait déjà montré pour les cancers de l'endomètre. Les MSI, c'est surtout les endométrioïdes de haut grade.
C'est le même raisonnement, plus d'instabilité génétique, plus de néo-antigènes, meilleure réponse aux immunothérapies, avec des réponses absolument spectaculaires pour les tumeurs MSI, des taux de réponse qui atteignent les 70%. Donc il y a beaucoup de tumeurs colorectales, bien évidemment, là-dedans. Ça, c'est ce qu'il en est des séreux de haut grade. C'était la plus grande partie de ma présentation. Ça va être très rapide maintenant. Je vais passer très rapidement. Une autre cible actuellement évaluée, c'est la mutation P53, comme elle est très fréquente. Donc, il y a 3 moyens de la cibler en ciblant une autre voie du cycle cellulaire. Comme le temps presse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi une létalité synthétique. Et avec des résultats intéressants. Donc le P53 est une cible intéressante. En ce qui concerne donc les endométrioïdes, il y a certainement l'épigénétique qui va être très intéressant, étant donné les mutations SMARCA. Donc les endométrioïdes sont très proches des cellules claires. En ce qui concerne les séreux de bas grade, c'est la voie des MAP kinases et les inhibiteurs de MEK qui vont certainement être intéressants avec des données intéressantes, mais des tolérances compliquées. Et en ce qui concerne les mucineux, on a un peu le même arbre diagnostique de ce qu'on a déjà rapporté. Donc voilà, on a une seule thérapie ciblée qui aujourd'hui dans l'ovaire est approuvée, c'est le bevacizumab, l'Avastin. Et puis on a les inhibiteurs de PARP pour un certain sous-groupe moléculaire, les BRCA mutés. Mais vous l'aurez compris, l'avenir, c'est vraiment l'immuno-oncologie qui va changer la face également dans le cancer de l'ovaire. Alors, on n'y est peut-être pas encore. J'ai 2 dernières slides pour dire qu'on a les tumeurs chaudes qui ont beaucoup d'infiltrats. Donc comme les tumeurs BRCA, les tumeurs MSI, donc les tumeurs génétiquement instables, et là les immune checkpoint blockers, le fait de lâcher cette immunothérapie qui est présente va changer la face. Par contre les tumeurs où on n'a pas l'infiltrat présent, eh bien il faut l'amener et ce sera en des combinaisons intelligentes avec nos médicaments qu'on a, notamment nos chimiothérapies, nos radiothérapies qui peuvent être immunogènes, et donc c'est une association, une combinaison de traitements, et la colonne vertébrale ce sera les anti-PD1, anti-PD-L1. Voilà, je vous remercie. Je pense que là, est-ce qu'il y a des questions? On aura réussi un exploit quand même. On aura réussi une immunothérapie de précision. Bien. Alors, vas-y. Est-ce que quelqu'un peut lui passer le micro? Alors, en tant que chirurgien, je ne sais pas comment sont mes collègues, mais j'ai le vertige. Après ce que vous venez de nous montrer, c'est faramineux, c'est l'avenir, c'est évident, mais nous n'avons pas, ni les uns ni les autres, a priori, la formation pour apprécier toutes ces subtilités qui sont la base de l'avenir. Vous avez raison. Mais je voudrais rappeler à mon ami Uzan que nous avons eu en 10 ans 2 petites confrontations sur le traitement du cancer de l'ovaire, et je reviens à mon niveau de petit chirurgien. Quand on ouvre un ventre et qu'on trouve une carcinose péritonéale, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, autrefois, parce que c'est ça, avant, d'abord il y a le chirurgien, et après, qu'allez-vous faire pour la suite du traitement? Et vous nous aviez, à 2 séances, à 2-3 ans de différence, d'abord dit qu'il fallait tout enlever, la rate, le pancréas, le foie, la vessie, etc., etc. Moyennant quoi, on avait toutes les chances de guérir les malades, souvent d'ailleurs avec des fistules, enfin bref. J'avais répondu à l'époque qu'un grain de riz, ou même pas un grain de riz oublié sous une coupole diaphragmatique, entraînait une récidive. Quand on a parlé de ce problème-là 2 ou 3 ans après, vous étiez déjà un petit peu plus discret sur ce type de chirurgie extensive. Là, vous n'en parlez plus du tout. Bon, alors je pense que j'aimerais bien que... j'aimerais bien qu'on en parle, parce que manifestement, j'avais signalé mon expérience personnelle d'une malade à qui j'avais enlevé 4 kilos d'épiplomb et qui, 6 mois après la chimiothérapie de l'époque, n'avait strictement rien. Elle a vécu 25 ans après, elle est morte il y a 1 an. Alors voilà, je voudrais quand même que vous nous disiez, pour nous chirurgiens, que fait-on quand on voit un cancer de l'ovaire? Comme ils sont également chirurgiens, donc ils vont me répondre. Alors, que faut-il faire devant une carcinose péritonéale? Je vous ai présenté ce que j'espère être la médecine de demain, ou le futur. La médecine actuelle, on est encore sur, certes peut-être des traitements archaïques, mais la chirurgie, c'est le début kill maximum. C'est laisser zéro. On n'est plus au concept...
On disait, alors ça a évolué, les concepts chirurgicaux, il était optimal, moins d'un centimètre de tumeur. C'est 0 mm de tumeur visible qu'on doit laisser à la fin d'une chirurgie, où on n'opère pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Non, si on n'est pas capable de... C'est que, effectivement, le concept reste le même. Ouais. Maximum surgical effort. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours des chirurgiens. Ouais. Aucun chimiothérapeute ne fera pareil. Par contre, il y a des cas où le chimiothérapeute va te faciliter ton acte et tu vas battre en retraite gentiment, faire une chimio et revenir. Mais tu l'as dit toi-même, le fameux grain de riz, c'est quoi le problème du cancer? C'est la maladie résiduelle. Ouais. Et aujourd'hui, on la cherche de façon visible. Ouais. J'aimerais qu'il y ait, ça sera peut-être une proposition d'une prochaine séance, qui est l'évaluation de la maladie résiduelle en cancérologie, en voyant tous les cancers. C'est ça qui est intéressant. Il y a aujourd'hui des pistes qui sont les cellules tumorales circulantes, l'ADN circulant, qui sont peut-être des voies. Parce qu'il est évident que quel que soit l'effort chirurgical, si on a de la maladie résiduelle et qu'en plus la patiente n'est pas sensible à ce qu'on lui a donné, eh ben on va être battu rapidement. Et dans l'ovaire, on l'est rapidement. Non, mais la chirurgie est toujours à l'ordre du jour. Mais la chirurgie maximale reste éventuellement en seconde ligne une référence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors on fera une séance sur la maladie résiduelle, parce que ça c'est important. Alors maintenant, je vais demander à l'équipe de Reims. C'est toi, Olivier, qui présente? Oui. Bon, alors le verre d'indocyanine peut-il remplacer la double détection? Alors le ganglion sentinelle a été quand même un progrès énorme. Je suis désolé, mais ceux qui ont opéré des cancers du sein et qui savent qu'aujourd'hui la majorité des cancers du sein n'ont pas un curage ganglionnaire avec le risque et l'intervention que ça représente, mais un ganglion sentinelle qui est devenu le standard de traitement. C'est le standard de traitement. Eh bien, la question est posée pour les autres cancers, c'est comment avoir l'information avec le coût le moindre pour la patiente.